cette action. Le développement durable, c'est un enjeu de société qui n'a échappé à personne depuis quelques années. Et le comité régional d'équitation a pensé que les clubs sont nombreux à essayer d'aller également dans une démarche écologique. Et le CRE est là au service des clubs pour les aider sur de nombreux points techniques, mais également dans des aides pour mieux organiser leur évolution et notamment tout ce qui est au niveau social. C'est ainsi qu'on a une action en faveur de la lutte contre les violences sexuelles et les autres violences. Et on a également depuis pas mal de temps entamé une démarche de réflexion autour du développement durable. Aujourd'hui, c'est une première. Ça fait longtemps qu'on devait organiser quelque chose, mais avec la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Je remercie Stéphanie et également Jérôme qui a travaillé avec Stéphanie, mais également les autres salariés qui sont vraiment engagés dans ce domaine avec passion. Jusqu'à présent, on n'a pas pu mettre en œuvre une action, mais ça y est, c'est la première et il y en aura bien d'autres. Voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est donner aux clubs, les dirigeants, les enseignants, des outils pour mieux accompagner leur évolution professionnelle, mieux accompagner l'amélioration de leur structure et de leur enseignement. Vous savez que vous avez un rôle fantastique auprès des jeunes, un rôle éducatif, vous pouvez transmettre des valeurs. Eh bien, ces valeurs, elles évoluent, le développement durable devient une préoccupation de société et vous avez votre rôle à jouer dans ce sens. Alors, félicitations et puis merci de nous accompagner dans ce projet. Et merci à tous les intervenants qui vont succéder pour nous aider à avancer dans cette thématique. Voilà, merci. À toi, Stéphanie. On t'entend pas. Autant pour moi, au départ, je recommence. Je voulais vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ce premier rendez-vous virtuel inédit du Creux. Donc, effectivement, pour reprendre les propos de Franck, nous sommes lancés dans des actions sur le développement durable et pour sensibiliser les centres équestres, mais commencer par un petit peu recueillir leurs propos et savoir un peu leurs attentes. On a mené un questionnaire à l'automne 2020, une enquête pour avoir un petit peu l'idée des thématiques qui intéressaient les centres équestres. De cette enquête est ressorti un certain nombre de thématiques. La thématique énergie qu'on va aborder ce soir et d'autres qui seront abordées ultérieurement. Je peux vous parler déjà du 12 avril, qui est un prochain rendez-vous sur la thématique de la gestion du fumier, mais il y en aura d'autres. La thématique de l'eau, les outils, les bonnes pratiques, la bientraitance animale. Donc, ce soir, la formule webinaire, elle s'adapte au contexte sanitaire actuel, effectivement. Mais je crois aussi que c'est un moyen de rassembler facilement les gens qui ne sont pas forcément mobilisables d'habitude. Donc, on est très heureux de pouvoir vous réunir dans ces circonstances en virtuel. On va traiter certains aspects de la thématique énergie. On n'a pas pu tout traiter, évidemment. On fera une enquête de satisfaction à l'issue et vous pourrez nous noter si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Quelques règles avant de démarrer le programme. Merci de bien tenir vos micros coupés. Vous pouvez poser vos questions par écrit au cours des interventions, par la discussion, le chat. On y répondra à chaque fin d'intervention. On fera remonter les questions auprès des intervenants. Et si toutefois les questions n'étaient pas répondues, à la fin, je vous proposerai une page de contact pour avoir les contacts des intervenants pour poser vos questions par mail ou par téléphone. Je vais vous présenter vite fait le programme. Enfin, je vais essayer du moins. Voilà. Donc, pardon. Hop, excusez-moi, petit saut. Donc, on commence par l'introduction sur l'énergie et ses économies, les économies d'énergie. Donc, c'est Jérôme qui va vous présenter l'outil autodiagnostic énergie et gaz à effet de serre. Puis, Franck Loriot vous fera un point sur l'énergie dans tout ce qui est matériel et transport, l'entretien du matériel, bander ses moteurs pour les tracteurs, l'éco-conduite.
Et puis, on interviendra sur une partie plus production d'énergie renouvelable en faisant appel à Bruno Martin, qui fera une présentation du solaire photovoltaïque avec le fonctionnement d'une centrale solaire sur ses aspects sécuritaires, juridiques et financiers, en proposant quelques exemples. Et enfin, on aura le témoignage de Tony Capoulade des Cavaliers de la Louvière, qui fera une présentation de l'usage du photovoltaïque dans son centre équestre. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je passe la main à Jérôme. Merci beaucoup. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama. Donc, je suis Jérôme Damien de la filière Cheval Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je vais vous présenter un outil qui est un autodiagnostic énergie et gaz à effet de serre qui a été conçu avec l'interréseau agriculture, énergie, environnement. Donc, différents partenaires de la région, d'organismes de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est toute filière animale et inclus dedans, bien évidemment, la filière équine, donc les centres équestres. Donc, je vous ai fait d'abord un petit panorama de tous les points où on pouvait avoir de la consommation d'énergie sur un centre équestre. Donc, vous avez sur la gauche tout ce qui va être éclairage, électricité. En dessous, vous avez le tracteur avec un RSAV, donc tout ce qui va être matériel, le gazole non routier, ou ce qu'on appelle fuel. En dessous, donc du matériel, et puis le transport avec donc essence et gazole. Et puis la salle de club avec le chauffage comme poste de consommation d'énergie, puis des petits équipements. Sur la deuxième colonne, la colonne centrale, je vous ai mis tout ce qui va être alimentation, que ce soit des fourrages ou des concentrés, et puis les bâtiments, et enfin la colonne de droite, tout ce qui va être énergie renouvelable, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien ou un chauffe-eau solaire. Et donc, Franck Loriot fera donc un zoom là sur la partie gazole non routier et gazole. Et puis, Tony Capoulade et Bruno Martin vous feront un zoom sur la production d'énergie renouvelable. Et donc, pour vous montrer qu'on n'aborde pas tous les sujets. Voilà. Alors, je vais vous parler, donc, avant de vous montrer le petit outil d'autodiagnostic, il y a 4 notions qu'il faut que je vous présente. Donc, déjà, les unités dans lesquelles on va s'exprimer. Donc, on va s'exprimer en joules. Une calorie, ça vaut 4,18 joules. Voilà, l'énergie qu'on connaît, généralement, c'est la calorie. L'unité de l'énergie que l'on connaît, c'est la calorie. Donc, nous, on va s'exprimer en joules. 1000 joules, ça donne 1 kJ, 1000 kJ, 1 mégajoule, 1000 mégajoules, 1 gigajoule. Et vous verrez que à l'échelle d'une exploitation, on est d'un centre équestre, on est plutôt de l'ordre de la centaine de gigajoules. Donc, c'est cette unité-là qui sera l'expression de la consommation d'énergie dans un centre équestre. Ensuite, donc l'énergie contenue dans un kilowattheure, c'est 3,6 mégajoules, et celle qui est contenue dans un litre d'essence, 33,2 mégajoules, pour vous donner un peu des ordres d'idées de ce que l'on consomme. Et donc, par exemple, imaginons que l'on ait un centre équestre avec 10 spots de 100 watts qui sont allumés en moyenne 1 heure par jour. On va donc consommer 360 kWh par an, ce qui représente à peu près 1,3 gigajoules. Alors la deuxième notion, c'est le périmètre de l'autodiagnostic. Donc nous, on va s'intéresser au bilan des consommations sur une année, mais qui va inclure donc, ce qui est consommé en amont, donc par exemple pour tout ce qui va être l'alimentation, les bâtiments, le matériel. Donc tous ces intrants-là, on va appeler ça les intrants, vont être inclus dans le diagnostic. Et puis il y a les consommations sur le centre équestre, donc que ce soit l'électricité, le fuel, le gazole. Mais en revanche, tout ce qui va être en aval, notamment les déplacements des clients, le devenir de chevaux qui seraient vendus par le centre équestre, tout cela ne va pas être étudié dans le cadre de l'autodiagnostic.
Alors, la troisième notion, c'est la distinction entre énergie directe et indirecte. Donc, l'énergie directe, ce sont les énergies directement consommées en tant qu'énergie sur le centre équestre, donc que ce soit du fuel, de l'électricité, de l'essence et du gazole. Et puis, tout ce qui est énergie indirecte, ça va être donc les aliments, les fertilisants, les bâtiments, les matériels. Et enfin, la dernière notion, c'est la distinction entre énergie primaire et énergie finale. Donc, en fait, pour amener 1 kWh sur le centre équestre, qui lui va représenter 3,6 mégajoules, il va y avoir des pertes lors de la production, des pertes lors du transport et des pertes de transformation. Et donc, on a des coefficients multiplicateurs entre l'énergie telle qu'elle est utilisée sur le centre équestre et l'énergie primaire au final. Donc, par exemple, pour l'électricité, le coefficient il est de 2,9. On passe donc de 3,6 mégajoules à 10,4 mégajoules. Et c'est cette énergie primaire qui va être utilisée dans le cadre de l'autodiagnostic. Donc là, je vous ai remis les partenaires de l'IRAE, vous voyez là. Et puis, il y a un site internet où vous pouvez retrouver donc, l'autodiagnostic, ça s'appelle jediagnosticmaferme.com. Et on peut y retrouver l'autodiagnostic que je vais ouvrir. Le voilà. Alors, vous voyez peut-être pas mon écran. Voilà. C'est bon pour vous? Donc, vous voyez, jediagnosticmaferme.com. Donc, vous cliquez sur autodiagnostic. L'étape 1, donc vous allez la possibilité de faire soit une simple simulation, soit de valider un autodiagnostic. L'idée, c'est que quand on a fait son autodiagnostic, on peut imaginer changer quelque chose dans son bilan pour l'année suivante, et donc faire une simulation de futur bilan. Alors, les données à rentrer, donc il y a la surface agricole utile, l'année de référence, le département, les coordonnées, mail, téléphone, nom. Et puis ici, vous avez le système de production. Donc, on choisit le système Equin. Vous voyez qu'il y a d'autres systèmes. Puis, vous pouvez passer à l'étape 2. Si vous avez d'autres systèmes, on peut imaginer que vous ayez des grandes cultures et un centre équestre. Vous pouvez rajouter ici grandes cultures en système secondaire. Là, je vous ai fait un exemple simple. On n'a que des centres équestres, qu'une activité équine. Ensuite, donc ici, on va avoir les unités de comparaison. Donc, on a ici 32 équidés. C'est le nombre moyen de têtes sur l'année. C'est-à-dire que si un cheval n'est là que la moitié de l'année, il faudra compter 0,5. S'il est là toute l'année, ça comptera pour 1. Donc le cheptel présent, donc je vous ai mis ici dans l'exemple 16 chevaux et 16 poneys. Les animaux sont au pâturage 20% de l'année et 80% en bâtiment, quel que soit le bâtiment. Et donc on a des 80% de fumier. Un peu plus bas, donc vous avez ici toutes les consommations d'énergie directe. Donc ici vous avez le gazole non routier, le gazole et l'essence qui sont sur cette ligne-là. Donc ici, j'ai mis 2200 litres. Vous pourriez avoir tout ce qui est gaz. Ici, dans mon cas, je n'en ai pas mis. Et puis, vous avez l'électricité du réseau, donc 10 000 kWh. Dans mon exemple, on a une petite centrale et on produit donc 30 000 kWh dans l'année. Vous voyez que vous pouvez aussi produire du bois et le rentrer ici. Ça, c'est les productions d'énergie renouvelable. Donc, je passe à l'étape 3. L'étape 3, donc vous pouvez rentrer les engrais minéraux azotés, les kilos de plastique par an, donc j'en ai mis 3. Le fourrage acheté en tonnes de matière brute, donc j'ai mis 70 tonnes de foin. Ici, les concentrés simples, donc ça va être les céréales. Donc par exemple, ici, j'ai mis 2 tonnes d'avoine, donc 2 tonnes. Concentrés composés, donc notamment tout ce qui va être granulé ou floconné. Ici, dans mon exemple, j'ai mis 8 tonnes. Et puis, on a les bâtiments agricoles. Donc, j'ai mis 2400 m² de bâtiments agricoles, que ce soit abris,
manège ou bâtiment de stockage. Alors, mes 10 hectares de SAU, je les ai simplement mis sous forme de prairies. Donc, on a 10 hectares de prairies de plus de 30 ans. Et puis, ici, j'ai rajouté 20 hectares de parcours. Donc, ce sont vous avez ici à chaque fois des petits i sur lesquels vous pouvez cliquer et qui vous montrent qu'est-ce que c'est. Et donc, ici, ce sont les parcours boisés dont la couverture boisée est supérieure à 25%. Donc, il y a la possibilité de rentrer d'autres éléments, les prairies de plus de 5 ans mais de moins de 30 ans, qui vont stocker plus de carbone. Et ici, des conversions de terre arable en prairie et inversement de prairie en terre arable. Voilà, donc on arrive à la 4e étape qui est uniquement le simple fait de ici, vous pouvez choisir avec quel système vous allez vous comparer. Donc c'est le système le plus proche, donc ici ce sera le système ECA. Et vous cliquez ici et donc vous validez votre autodiagnostic. Donc vous avez ici le bilan énergétique de votre exploitation est de 91,4 gigajoules par an et vous avez le détail. Donc 100 gigajoules sur les produits pétroliers et gaz, et vous avez ici la comparaison. Vous pouvez voir que là, la moyenne de comparaison régionale, elle est de 3,5 gigajoules par tête, alors que nous, on est à 3,1. L'électricité, 104 gigajoules. Voilà, à nouveau le système de comparaison, 1,8 au niveau régional. Bon, engrais, on n'en avait pas, donc on n'en a pas. Aliments de bétail, on est à peu près à 200 gigajoules. Et puis, autres, donc tout ce qui est bâtiment et puis plastique, on est à 0,2 gigajoules. Et donc, on a 403 consommations d'énergie, mais on a ici 312 gigajoules de production d'énergie renouvelable, ce qui nous fait un total de 91,4 gigajoules. Et vous pouvez vous comparer à la moyenne régionale, qui est donc de 10,4 par tête. Vous avez ici, mais je ne vais pas développer, la même chose pour le profil gaz à effet de serre de votre exploitation. Voilà, avec ici les tonnes d'équivalent CO2 qui sont émises et stockées. Et donc là, on arrive à une variation dans cet exemple de stockage au final. Juste pour vous montrer un peu plus bas, vous avez quelques ressources. Donc là, par exemple, une ressource thématique sur l'engrais compostage, une ferme exemplaire, le GAEC des écuries d'Orabel. Et puis, voilà, vous pouvez vous contacter également si vous avez d'autres questions. Et à la fin, vous pouvez imprimer votre autodiagnostic. En fait, c'est mieux qu'une impression, ça vous permet de le mettre sous forme de PDF. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation et j'écoute s'il y a quelques questions. Alors, dans les questions posées par écrit, tu m'entends, Jérôme? Oui, très bien. Dans les questions posées par écrit, j'ai vu. 3 kilos de plastique en intrant, ça correspond à quoi? Alors, ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être, par exemple, là, j'ai mis une photo d'un sac de granulés qui serait en plastique. Alors, généralement, ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être le cas. Ça peut être aussi les fils qui entourent tout ce qui est le foin, donc qui peuvent être en plastique aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui s'accumulent au bout de l'année. Okay. Chaque élément ne pèse pas très lourd, mais au bout d'une année, ça peut être plus lourd. Ok. Donc, a priori, pour le moment, sur le forum de discussion, je n'ai pas d'autres questions. Ça a dû être clair pour tout le monde. Ben, merci. Merci, Jérôme. On va passer la parole à Franck Loriot. Franck. Il faut réactiver le micro. J'ai pas... Je ne sais pas où est Franck Loriot.
Je regarde si je le cherche dans les interlocuteurs, mais pour le moment, je ne le trouve plus. Il était là tout à l'heure. Vous pouvez l'appeler peut-être au téléphone? Oui, Jérôme est en train de le joindre. C'est ce que je fais, ouais. Oui, très bien. C'est bon? Il arrive, il arrive. Le revoilà. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Eh bien, on vous a retrouvé. Sincèrement désolé, mais une grosse panne sur les deux lignes. Je suis en 4G, donc j'avais plus rien du tout, ni téléphone, ni Internet. Allez-y, vous êtes là, le principal. Voilà. Très bien. Donc, je démarre la présentation? Ouais. Allez-y, on vous On attend. était ici? D'accord, très bien. Je la prends. Ah, par contre, j'ai plus le partage d'écran. J'ai plus le partage d'écran sur. Si, c'est bon. Tac. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Alors, si jamais il n'y a plus de signal, vous me ferez un petit signe, parce que je ne sais pas trop, mon réseau doit être instable. Voilà. Donc, je vais vous présenter, moi, sur le métier peut-être un petit peu atypique, mais qu'on fait. Notre principe, c'est de mener des actions d'économie de carburant en agriculture sur divers créneaux. Hein. Je suis donc. On a des leviers sur les charges de mécanisation, au travers aussi de passage de tracteurs aux bandes de puissance, spécifiquement hein, pour les engins de traction, et puis aussi de la formation au choix et à la conduite économique des tracteurs. Et puis, donc, je vous présenterai en fin de séance des résultats chiffrés un petit peu d'économie de carburant possible. Donc, moi, je me présente tout d'abord, Franck Loriot. Donc, mon métier, je suis donc conseiller en machinisme agricole, spécialisé donc sur les matériels agricoles en société. Notre travail hein, qui est donc d'apporter des références sur différents types de matériel, choix à l'investissement, organisation des groupes aussi à l'achat, et je dirais que la première économie aussi bien financière que sur le carburant passe par un parc matériel, on va dire, adapté à ses besoins. Ça, c'est vraiment la première des choses. Donc ça, c'est le conseil au groupe, conseil de dimensionnement de parc matériel, l'économie sur les charges de mécanisation des exploitations. La deuxième partie du travail, ça va être de réaliser des essais terrain donc sur des technologies existantes, sur des technologies émergentes, sur aussi la manière de travailler, hein, aussi bien de passer du labour au travail simplifié sur les champs, voire le semi-direct par exemple, essayer un petit peu toutes les nouvelles manières de travailler. Voilà. On a aussi une partie de travail de vulgarisation entre les OPA. On est souvent relié aux agronomes pour relier la machine un petit peu au terrain, à ses besoins, et aussi les territoires, qui bien souvent maintenant nous sollicitent, puisqu'il y a des actions qui sont menées au sein même des territoires, notamment sur les zones qui sont classées TEPOS, territoires à énergie positive aussi, où on mène des actions bien spécifiques. Et ensuite, on apporte un conseil individualisé dans la stratégie de mécanisation de chaque exploitation. Et puis enfin, on peut actionner tous les leviers possibles qu'on a sur l'exploitation pour économiser aussi bien en charge de mécanisation, en euros par hectare, ou bien sur le carburant.
Donc, sur les différentes, c'est un métier, on va dire, qui est un petit peu atypique, peut-être, assez complet aussi. J'ai auparavant fait du commerce aussi en concession agricole. Donc, on était plutôt sur les règles commerciales, hein, ce qui aussi permet de connaître les deux, trois tendances et puis le fond aussi du marché, finalement, des nouveautés qu'on nous amène. Voilà. Et puis, une période de conseil machinisme au sein de la Fédération des CUMA de Bourgogne, hein, qui regroupait toutes les coopératives d'utilisation de matériel agricole, où donc on a mis en place des tests au banc d'essai moteur des tracteurs en 2004. Hein, déjà, donc c'est quelque chose qui on a démarré donc il y a bientôt une vingtaine d'années. Ça existe depuis 30 à 40 ans, initialement avec le CEMAGREF, hein, qui recherchait des pistes d'économie quand on avait un petit peu moins de technologie sur les exploitations. Et puis voilà, donc ensuite j'ai aussi eu des missions de direction de CUMA avec main-d'œuvre salariée, aussi, pour aller au fond des choses sur l'économie aussi bien du gasoil que des charges de mécanisation. Ça m'a fait avoir des chantiers aussi rationalisés avec une organisation de travail commune peut permettre aussi quelque part de gagner sur ces postes-là. Voilà. Donc, je m'occupe aussi à ce titre de la CUMA départementale de l'Ain-Compost, hein, puisque bon, je ne l'ai pas dit, mais je suis basé donc dans l'Ain, en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, où donc je m'occupe de la mise en œuvre des machines de compostage, pour le compostage des fumiers notamment, et puis ensuite épandage de lisier 100 tonnes, hein, donc, qui sont des choses un petit peu différentes de ce qu'on connaît, avec un tuyau et limité de placement, des machines à dérouler les clôtures aussi, donc voilà, dans l'idée de gagner un peu de temps à chaque fois. Et donc la mission aussi de développement de Top Moteur Sud-Est, qui donc est une association d'agriculteurs au début qui voulaient regarder de plus près les consommations de carburant. Et donc je suis aujourd'hui voilà, sur une structure où je présente du conseil, chambre d'agriculture, fédération de CUMA, agriculteurs, tous ceux qui ont besoin au niveau des économies de carburant, principalement. Donc, les leviers qu'on a, je l'ai dit un petit peu, c'est les charges de mécanisation. Hein, on va dire qu'ils sont directement liés à la consommation sur les exploitations et surtout au niveau de l'adéquation de la liaison tracteur-outil. Ce qui est très important, c'est d'avoir des outils donc, dimensionnés à l'échelle de nos besoins, hein, qu'on soit organisé à plusieurs ou seul. Hein, finalement, ce qui fait déjà le premier coup d'une machine et son rendement, c'est la taille qu'elle fait par rapport au travail qu'elle a à faire. Et ensuite, surtout, avoir une bonne adéquation entre le tracteur qui est devant, l'outil qui est derrière, pas avoir trop de puissance et non plus pas en avoir trop peu, parce que sinon, le tracteur va peiner souvent. Et déjà là, on a une première source de surconsommation. Et puis, c'est vrai que la rationalisation des chantiers dans l'espace, hein, c'est sûr que le temps de déplacement, la technique aussi, hein, qui peut-être peut limiter parfois le nombre de passages, ou alors des techniques dites superficielles, mais qui demandent à revenir plus souvent. Là aussi, on a des gros impacts sur la consommation. Puisque dans le conduite économique, si on associe ça aux voitures, on essaie juste de diminuer la conso pour des kilomètres donnés. En agriculture, on a beaucoup plus de paramètres que ça qui passent par la manière de travailler, par la rationalisation dans l'espace. Hein. Et après, ensuite seulement, je dirais, vient le régime de conduite pour gagner en carburant. Donc, l'action qu'on vous présente plus spécifiquement en premier lieu, c'est donc ce qu'on appelle couramment le banc d'essai, hein, donc, qui est organisé par 5 opérateurs sur le territoire national. Donc, nous sommes répartis de manière géographique. Hein. On a une machine, moi je fais tout le quart sud-est, un collègue fait le quart nord-est, et puis sur l'ouest et le nord, ils sont 3. Donc, soit salariés du réseau CUMA, soit salariés du réseau Chambre d'agriculture, pour apporter un conseil objectif et sans autre arrière-pensée que l'économie de carburant. On va avoir des bancs d'essai dans d'autres structures, mais qui ne sont pas utilisés à des mêmes fins. Ce travail-là, il est né, donc, je disais tout à l'heure, il y a une trentaine d'années, par la volonté d'agriculteurs qui voulaient améliorer leur conduite, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toute la télémétrie ou les informations qu'on peut avoir aujourd'hui, en termes d'affichage de consommation, par exemple. Et donc, le banc d'essai était quasiment le seul moyen,
par la lecture des courbes, de savoir à quel régime travailler pour donc économiser en carburant sur les exploitations. Et donc, chaque année, on a au banc d'essai sur le territoire entre 2500, 2000 et 3500 tracteurs environ. Donc, voilà, on en passe quand même pas mal. Il faut savoir que le marché quand même du tracteur neuf, c'est 35 000, hein, donc c'est toujours que 10% des tracteurs qui se vendent. Mais voilà, l'idée, c'est d'être sur la connaissance de son moteur pour en tirer le meilleur. Je travaillais sur le quart nord-est historiquement, sur le quart sud-est depuis une dizaine d'années, et puis on va dire sur la région PACA, plus spécifiquement depuis 2006, notamment avec une grosse activité sur les Hautes-Alpes. Donc voilà, on a depuis le temps, j'ai à peu près passé 4000 tracteurs au banc d'essai, ce qui fait qu'on a plutôt une bonne connaissance des types de tracteurs, du type de conduite, des problèmes qu'ils peuvent avoir et qu'on pourrait détecter chez eux. Voilà, donc, après, le banc d'essai, vous pouvez en avoir dans plusieurs autres structures qui sont le réseau même. Les concessionnaires en ont également, des gens qui font de la reprogrammation de moteur. Voilà, la seule différence, c'est que chez nous, il y a la mesure de la consommation. Et c'est vraiment le seul indicateur pour pouvoir faire de la conduite dite économique, parce que parler de puissance, c'est bien. Certains le font pour la foire à la puissance. Nous, on est plutôt sur une rationalisation et la bonne connaissance de son moteur afin de l'utiliser au mieux. Donc, les trois paramètres qui peuvent décider à faire un banc d'essai, c'est sur un tracteur neuf, de venir voir en fait sur les courbes du moteur si on a bien la bonne puissance, si la consommation, la pompe d'injection est bien réglée, et auquel cas si on est un petit peu décalé, ce qui arrive, on verra tout à l'heure, eh bien le constructeur prend en garantie une reprogrammation, et du coup on est sûr dès le début de partir avec un tracteur qui sera bien réglé, et donc qui fera aussi potentiellement plus d'heures dans des bonnes conditions. Des moteurs qui seraient mal réglés vont avoir tendance à s'encrasser, à créer des petits problèmes d'entretien par la suite. Voilà, le deuxième type de personnes qui viennent sont des personnes qui ont un tracteur qui a déjà un nombre d'heures données et qui veulent du coup vérifier si, malgré le temps, avec 3, 4, 8 000 heures de fonctionnement, eh bien, est-ce que mes performances de mon moteur neuf sont toujours là? Et si elles ne le sont plus, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour parvenir à les retrouver, puisque à chaque fois qu'on aura des défauts de puissance ou de réglage, on a quasiment à coup sûr des surconsommations. Donc, c'est important de pouvoir les identifier pour corriger le problème et revenir sur, je dirais, des performances quasiment identiques à un tracteur neuf. Ça, on le voit couramment, avec des investissements, je dirais, relativement moyens, tels qu'un filtre à air qui vaut une cinquantaine d'euros. C'est des petits trucs bêtes auxquels on ne pense pas, mais qui peuvent permettre de retrouver les performances d'origine. Et savoir qu'un tracteur qui est vieux, mais entretenu, peut garder de très bonnes performances. On a des tracteurs qui ont 15, 18 000 heures. C'est vrai que c'est plutôt rare, mais quand même, on a des performances qui peuvent être encore acceptables. Et puis enfin, et ça c'est valable pour tous les tracteurs, qu'ils soient neufs ou d'occasion, c'est justement par la lecture des courbes, on va donc pouvoir définir où se situe la puissance en termes de régime, à 1500, à 2000, à 2500 tours minute, et en parallèle, lire la consommation horaire de votre tracteur et pouvoir dire, eh bien, si je fais de la fauche, je suis mieux en étant à 540 tours minute ou en économique ou un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, c'est d'aller le servir à l'optimum. Voilà. Et donc, cette action qu'on mène depuis une bonne quinzaine d'années, on l'a travaillée avec l'ADEME et un groupe au travers de la Fédération nationale des CUMA, et donc elle a été reconnue éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc, il y a eu toute une démarche avec l'ADEME, la rencontre des constructeurs, faire connaître notre métier, aller voir aussi les pétroliers pour améliorer les choses. Donc, on a un protocole bien défini, voilà, qui permet d'avoir quelque chose, je dirais, de sérieux. Le procédé du banc d'essai, c'est tout d'abord donc une mesure de la puissance avec un frein qui est embarqué dans un fourgon ou sur une remorque. Donc ça va simuler un effort, c'est un petit peu comme un test d'effort pour les sportifs. On va bien aller voir quelle puissance le moteur développe. Donc, également le couple, ça c'est le moteur
comment il est capable de vous produire un effort. Par exemple, un cycliste, quel effort il est capable de mettre sur la pédale pour monter un col. Et en face de ça, mesure de la consommation horaire, qui est donc une lecture, mais qui n'a finalement que peu d'importance. Réduire la consommation horaire, si on réduit le débit de chantier, ça ne sert pas à grand-chose. On va se cantonner sur la consommation dite spécifique, et c'est celle qui est directement liée à vos charges de mécanisation, donc les consommations à l'hectare. Voilà. Et puis finalement, donc, conseil sur les différents régimes de conduite en fonction des travaux que vous ferez. Si vous faites du transport, de la récolte de fourrage, du travail du sol ou du herçage, des choses comme ça. Et puis enfin, donc, un conseil sur les entretiens à effectuer, puisque par l'analyse des courbes, on va pouvoir voir si vous avez des défauts, par exemple du turbo, des injecteurs, du réglage de vos soupapes. Il y a plusieurs indicateurs qui permettent de voir tout ça. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que un tracteur sur 3, alors qu'il soit neuf ou usagé, on n'a pas fait la synthèse aussi précise que ça, mais ça concerne quand même tout le monde. Un tracteur sur 3 a un écart de plus ou moins 10% en puissance ou en consommation par rapport à la référence, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il est vendu. Donc vous pouvez très bien avoir un tracteur qui fait 10% de puissance en plus avec 10% de conso en moins. Ça, généralement, c'est 1 sur 600, c'est assez rare. Comme vous pouvez avoir un tracteur qui fait 10% de puissance en moins et avec de la consommation en plus. Et donc ça se ressent tout de suite à l'hectare en termes de charge de mécanisation et d'économie. Donc voilà pour la partie du banc d'essai. Je vous ai mis une vidéo qu'on va regarder juste après. Et puis vous avez aussi, sinon, sur le site de la FNCUMA, il y a une fiche un petit peu plus précise qui vous expliquera le banc d'essai, les résultats, ce qu'on y mesure, le lien aussi avec les gains en CO2 et puis en litres de carburant, quoi. On va dire qu'en moyenne, sur le territoire national et en prenant toutes les productions, on peut tabler facilement sur une économie de 10% environ. Ce qu'on peut faire, et ça c'est régulièrement vérifié. Donc, après la vidéo, je vous reparlerai de la deuxième partie qui est la formation, et puis vous terminez par quelques résultats d'essai. Voilà. Pour la vidéo, il faut que vous coupiez votre partage, s'il vous plaît. Donc à la CUMA de Montvendre ont 1 an. Et aujourd'hui, on les passe au banc d'essai afin de connaître véritablement les 2 tracteurs que nous utilisons au quotidien. On a le fourgon qui a un banc d'essai installé à l'intérieur. Le banc est piloté par un ordinateur qui va nous relever des données, puissance et consommation à tous les régimes de fonctionnement du moteur. L'intérêt, c'est de faire des économies de carburant. On estime en moyenne qu'il est de l'ordre d'1 litre à l'heure. Nous, aujourd'hui, les tracteurs font à peu près 600 à 700 heures par an chacun. Donc, ne serait-ce qu'1 litre par heure, et ben, vous avez largement amorti le coût du banc d'essai. Au travers du banc d'essai, on mesure la puissance disponible des moteurs et la consommation. Ça nous permettra de donner un conseil sur la conduite à adopter en fonction des différents types de travaux, si on fait du transport sur route, dans les champs, des travaux de prise de force, pouvoir les conseiller au mieux sur les économies de carburant qu'ils peuvent faire. Sur un deuxième volet, ce sera sur un tracteur récent, comme on a une machine de précision et qui permet de faire des mesures donc puissance et consommation, vérifier que des tracteurs neufs correspondent bien aux standards pour lesquels ils sont livrés. Si on a des défauts, elles sont relativement vite corrigées par le constructeur quand on est dans la période de garantie. Et puis le troisième volet permet de mesurer des paramètres sur un tracteur qui a 3 ou 4 000 heures de fonctionnement, et puis de dire, là attention, on a un petit problème qui commence à arriver du côté des injecteurs, les culbuteurs se dérèglent, le turbo commence à fatiguer. À chaque fois qu'on a un de ces paramètres, on a une baisse de puissance, et ça nous induit du coup une augmentation de la consommation. À la fin du test, l'agriculteur, donc, on lui remet un document. Et donc, à partir de là, il aura les performances de son tracteur, les conseils de conduite et conseils de réparation s'il y en a. En synthèse, on a en gros un tracteur sur 3 qui mérite soit un entretien, soit réparation, soit qui n'est pas en face de ses performances. Donc c'est quand même pas négligeable.
L'idéal, c'est de le faire au départ pour connaître son moteur dès le départ et engranger les économies de carburant tout de suite. Et après, si on n'a pas de ressenti de perte de puissance ou d'augmentation de consommation, le test il peut être valable la vie du tracteur 5 ou 10 000 heures. Le coût du banc, donc, il est de l'ordre de 130 € hors taxe par passage. Donc, en moyenne, ça, on fait des journées complètes avec 7 ou 8 agriculteurs. Donc, on mutualise le déplacement aussi. Dans la Drôme, du coup, c'est la FDQMA qui se charge de rallier vos demandes pour organiser des journées complètes. Tant qu'on ne l'a pas passé, on ne sait pas ce que ça peut apporter. Et l'essayer, c'est l'adopter, quoi. En clair, c'est ça. Donc après, c'est à nous vraiment de communiquer là-dessus et de l'intérêt du passage au banc. Voilà, merci Stéphanie. Je termine avec quelques slides sur les formations à la conduite économique. Donc on a derrière ça, on avait une demande pour les personnes qui, comme le témoignage qu'on a vu, où les personnes veulent aller un petit peu plus loin dans l'économie de carburant, et puis finalement, ce passage au banc qui dure 1 heure en tout et pour tout, ne permet pas de fouiller assez les choses de manière plus sérieuse pour explorer toutes les pistes. Donc on avait développé en 2006 une formation. Alors au début, on appelait ça conduite économique des tracteurs, et puis plus ça allait, on est surtout aujourd'hui sur savoir choisir et conduire de manière économique son tracteur, puisque dans le choix et l'offre commerciale, les normes aussi également dites anti-pollution, ce n'est pas forcément facile de s'y repérer. Est-ce qu'il faut acheter du récent? Est-ce que le récent est beaucoup mieux que l'ancien en termes d'émissions? Donc, on a un programme de formation qui nous permet du coup d'identifier les critères de choix aussi par rapport à ses besoins, puisque l'agriculture, on va dire, elle est multiple et variée, donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Quels sont les impacts des normes anti-pollution, aussi bien en qualité de l'air qu'en technologie, qu'en consommation aussi. On aborde aussi tout un panel sur l'entretien du tracteur aussi régulier. Qu'est-ce que je peux faire de manière simple et entretien courant, peut-être pour le faire déjà tout simplement, ou alors dire je le fais moi-même aussi pour économiser un petit peu, et puis être plus à l'écoute de ce qu'il faut regarder. La lecture des courbes du banc d'essai. On parle aussi beaucoup de la liaison tracteur-outil, les réglages entre tracteur et machine, qui permettent aussi, je dirais, d'économiser du carburant, d'avoir du débit de chantier et une bonne qualité agronomique du travail. Puisque le meilleur tracteur avec le meilleur outil, mais mal attelé, j'ai envie de dire, on fait de bon boulot et en plus, on soumet des efforts qui, du coup, font consommer le tracteur. On aborde aussi l'entretien des outils, des choses basiques, changer les couteaux de faucheuse, changer les doigts dépendeurs à fumier, qu'est-ce que ça influe sur la consommation. Choisir aussi ses pneumatiques et savoir les mettre à la bonne pression. Et puis ensuite, faire le point sur les différents carburants et différents lubrifiants pour pouvoir peut-être le faire soi-même et puis économiser aussi un petit peu. Ça permet de compléter le panel. Voilà, là, je vous ai remis un petit peu les mesures du banc qu'on avait déjà vues. Donc, j'attire votre attention sur la consommation spécifique tout en bas. C'est vraiment celle qui est importante, qui vous montre le rendement du moteur. Et puis, donc, quelques essais menés en 2020 dans l'Ain, dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse. On avait envie de travailler depuis longtemps là-dessus. C'est quels conseils on apporte, où est-ce que ça nous emmène en termes d'économie de carburant. Nous, on connaît bien notre métier. Et pour les agriculteurs qui ne nous connaissent pas forcément, parce que tout le monde ne nous connaît pas, où est-ce que ça peut nous emmener? Donc, on a fait des essais où l'agriculteur travaille, on intervient sur le réglage et les conseils de conduite et on voit où ça nous emmène. Donc, il y a plusieurs essais. Sur de la fauche, on a gagné 26% en carburant. Sur du maraîchage bio, la mise en planche de culture 42%. Sur du transport avec un tracteur concentré technologique, 32%. Plus mi-blé, gain 10%, et pendant de fumier 20%. Entretien d'un tracteur âgé, ne serait-ce que la remise à niveau du filtre à air, des injecteurs, et bien c'est 8% de gasoil. Donc souvent, la réparation qui peut coûter un petit peu est largement compensée par l'économie de carburant. Voilà. Et puis, plus spécifiquement sur la région, on va être de passage, on est régulièrement de passage dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence aussi, un peu moins ponctuellement sur les autres départements, et donc on a
formation conduite économique qui se déroulera dans le Var début juillet, avec donc les caves coopératives du côté de Carcès, je crois. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, j'en aurais terminé. Merci beaucoup, Franck. J'ai quelques petites questions à vous soumettre, si c'est possible. Plaisir. Donc, une première question. Quid des tracteurs électriques John Deere et autres marques traditionnelles et aussi du nouveau concept Saby et Agri? Oui. Alors, c'est vrai que le tracteur électrique, bon, je ne pourrais pas encore rentrer dans le débat sur électrique ou thermique, qu'est-ce qui vaut le mieux des deux. Par contre, c'est intéressant à plusieurs titres. Alors, les gros constructeurs, effectivement, font un petit peu de communication. Il y avait la réflexion déjà, avant même de mettre un moteur électrique dans le tracteur, c'était d'entraîner les outils de manière électrique. Il s'avère par contre que ça, c'est assez compliqué à réaliser puisqu'il faut beaucoup de puissance électrique. Et qui dit de la puissance électrique, c'est des grosses sections de câbles. C'est en train d'arriver doucement, ce qui n'est pas facile par rapport au monde des voitures, on va dire, c'est que l'agricole, lui, vous avez toujours une charge derrière vous, c'est-à-dire un soc de charrue, une herse pour aller gratter les champs ou chez vous, je dirais gratter des aires d'exercice des animaux. Et ça consomme énormément d'énergie. La voiture, là où elle consomme beaucoup d'énergie, c'est pour accélérer, c'est la phase d'accélération. Une fois qu'elle est sur le plat, on va dire, elle consomme très peu d'énergie. En agricole, on a toujours quelque chose derrière qui nous retient. Donc c'est ça qui limite un peu les constructeurs sur l'autonomie et sur le dimensionnement des batteries et des moteurs à avoir, quoi. Et on a beaucoup de pertes, on a des boîtes de vitesse qui sont, on va dire, gourmandes en puissance. Et ça aussi, c'est de la perte. Après, les petits engins type Saby Agri, par contre, j'en ai vu pour le maraîchage notamment. Ça me paraît une très bonne chose puisque on peut mettre un peu le chauffeur partout, proche du sol, pour différents travaux. On a des engins légers, agiles, et dans des travaux type culture, type maraîchage, où on a beaucoup moins d'efforts, puisque la largeur de l'outil est limitée quand même à la largeur du rang ou de la planche. Donc c'est peut-être plus facile, ça viendra peut-être certainement plus par là que par les grands. Il y a une deuxième question. Alors, quelle est la proportion de gérants de structures équines qui font partie de CUMA selon vous? Alors, ça va dépendre peut-être des lieux et puis peut-être la production aussi. Je sais que pour ma part, à côté de Bourg-en-Bresse, quand j'étais directeur de la CUMA, j'avais 3 ou 4 on va dire, de personnes qui travaillaient dans l'équin, souvent doublées du bovin, quoi. Mais voilà, donc après, j'aurais peu d'idées sur le nombre. On a un peu la même chose en maraîchage. Les gens auraient des fois besoin de se regrouper pour acheter des machines peut-être plus vivantes. Ce qui peut des fois être plus limitant, c'est la distance entre les exploitations. Mais à d'autres égards, je veux dire, c'est facile de partager une faucheuse entre producteurs et des bovins, quoi. La clé, c'est quand même l'organisation, c'est vrai, mais tout à fait possible. Merci beaucoup, Franck. Ouais. On va donner la parole maintenant à Bruno Martin sur la production d'énergie renouvelable, le photovoltaïque. Oui, alors bonjour, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez, ok. Donc maintenant, je vais partager mon écran. Ok. L'écran, c'est bon, vous le voyez? Oui. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci à Jérôme Damiens et à Stéphanie Mania de m'avoir invité sur cette présentation. Alors, j'ai à peu près 20 minutes, donc je vais essayer d'aller assez vite. J'ai pas mal de diapositives sur lesquelles je vais passer assez vite, mais vous les aurez par la suite et vous pourrez les consulter facilement parce qu'on vous mettra un lien pour la présentation. Donc ma présentation va être faite en gros en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment fonctionne une centrale solaire.
Et dans un deuxième temps, on va regarder tout ce qui est aspect sécuritaire, juridique et financier. Et après, donc en troisième lieu, il y aura deux exemples de réalisation de clubs hippiques dans la région. Et voilà, après on fera une conclusion et je répondrai évidemment à toutes les questions que vous aurez pu poser pendant la présentation. D'abord, la Spirale, qu'est-ce que c'est? Alors, la Spirale, c'est une association loi 1901. On réalise des centrales depuis 2007, des centrales solaires donc dans la région et en France, mais essentiellement dans la région PACA. Alors, on fait des préétudes d'abord de faisabilité. On vérifie s'il est possible ou pas d'installer du solaire sur le site. Ensuite, on fait une étude de rentabilité parce que c'est souvent l'argent qui est le nerf de la guerre, donc forcément on va regarder ce qui est possible ou pas de faire. Ensuite, on va faire un dossier administratif qui est assez laborieux, qui est assez long, hein, ça prend du temps. Toute cette partie-là, en gros, ça prend à partir de la préétude jusqu'au dossier administratif, il faut compter entre 6 mois et 1 an suivant la taille du projet, quoi. Ensuite, on accompagne donc les porteurs de projets sur le choix des matériels et des prestataires. On accompagne évidemment le chantier que l'on réalise de A à Z. Et enfin, on réalise également avec Enedis le raccordement de la centrale. Et pour finir, on aide à la facturation finale. La facturation finale qui devient de plus en plus complexe aujourd'hui puisque vous allez voir que dans la présentation, je vais vous parler d'autoconsommation, autoconsommation collective, autoconsommation individuelle, etc. Donc, il existe aussi des systèmes de facturation et on peut facturer différentes prestations. Alors, le premier point, donc le fonctionnement d'une centrale. Je vais vous présenter un petit film. Pour vous, alors que c'est une présentation qui dure à peu près 3 minutes, ça a été fait par la Fédération française du bâtiment. C'est juste pour expliquer le solaire dans ses grandes lignes, quoi, hein. Donc, je vais allumer la vidéo. Et je crois qu'il faut que j'active le son pour qu'on voit quelque chose, qu'on entende quelque chose. Alors, vous me direz si vous entendez le son ou pas, hein. Est-ce que vous entendez le son? Non, pour le moment, non. Normalement, c'est en haut à droite dans les options d'affichage. Vous avez partagé le son de l'ordinateur. Planète durant une année entière. C'est bon. Allez, je vais reprendre du début. Donc 3 minutes, hein, un peu moins de 3 minutes. Depuis plus de 4 milliards d'années, il diffuse sa lumière, sa chaleur et rend possible la vie sur Terre. Si loin et pourtant si proche, le Soleil nous transmet son énergie en continu. En 1 heure, il en produit assez pour alimenter la planète durant une année entière. Une source quasi inépuisable pour une énergie 100% naturelle et renouvelable qui permet de répondre au grand défi de notre époque, celui de la transition énergétique. La technologie photovoltaïque a déjà fait ses preuves dans des industries de pointe comme l'aérospatiale. Aujourd'hui, elle occupe une place durable dans le mix énergétique français et mondial. En permettant une production d'électricité au plus proche des lieux de consommation, le photovoltaïque devient incontournable pour les métiers du bâtiment. Les objectifs sont clairs. Tracer la voie de l'autoconsommation et de la sobriété énergétique tout en créant des emplois. Au même titre que le maçon, le charpentier ou l'électricien, le professionnel du photovoltaïque devient un acteur essentiel et à part entière de la filière du bâtiment. En pratique, 10 mètres carrés de panneaux solaires sur un toit suffisent à produire près de 2000 kWh par an. 2000 kWh, c'est la consommation moyenne d'un foyer de 4 personnes, hors chauffage et production d'eau chaude. Pour générer cette puissance électrique, les cellules photovoltaïques captent l'énergie du soleil et la convertissent en courant électrique continu. Comment ? Grâce aux matériaux semi-conducteurs, comme le silicium, qui composent les cellules des panneaux. Les cellules sont enveloppées dans du polymère, puis recouvertes d'une solide couche de verre, l'ensemble étant fixé par un cadre en aluminium.
Lorsque les ondes électromagnétiques du Soleil entrent en contact avec ces matériaux, ils transmettent leur énergie aux électrons des semi-conducteurs, générant ainsi une tension électrique. Un principe physique élémentaire et une source d'énergie infinie. En optant pour le photovoltaïque, l'usager produit sa propre électricité, qu'il peut consommer localement, stocker ou vendre à travers le réseau. Il devient acteur de la transition énergétique tout en maîtrisant sa facture d'électricité. Plus d'autonomie et plus de circuits courts pour un bienfait écologique et une économie sur son budget. L'équation est simple. Énergie solaire égale compétitivité et rentabilité. Et cela pour plusieurs raisons. Un faible coût de fonctionnement et de maintenance, une énergie gratuite et renouvelable, une indépendance partielle ou totale vis-à-vis des variations du prix de l'électricité conventionnelle, des performances énergétiques qui assurent à terme une valorisation du patrimoine immobilier. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques font partie aussi bien du paysage urbain que de l'environnement des campagnes. Non polluantes et parfaitement silencieuses, les installations s'intègrent à l'architecture de tout type de bâtiment. De la simple maison pavillonnaire au logement collectif, des entrepôts industriels aux équipements. Alors, j'arrête intentionnellement sur le club hippique. Hein. Vous voyez que là, le club hippique a mis pas mal de panneaux solaires. Hein. C'est une belle centrale. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Ok. Donc là, comment je fais? Je vire ça. Hop. Voilà. Donc après, vous avez différents liens que je vous laisserai regarder si ça vous intéresse pour connaître les composants et la puissance, les gisements de production, etc., etc. Quoi, hein. C'est des petites vidéos de 3-4 minutes qui vous expliquent exactement le fonctionnement d'une centrale. Donc schématiquement, vous avez compris que vous avez une production solaire par les panneaux qui se trouvent ici. Qui vont donc fournir de l'électricité continue sur un onduleur, d'accord, et cet onduleur va envoyer de l'électricité alternative, donc soit dans le réseau, hein, c'est directement dans le réseau électrique, soit directement chez vous. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'autoconsommation. D'accord, autoconsommation. Donc, je produis mon électricité que je consomme sur place pour chez moi, et sinon, je la distribue dans le réseau d'Enedis ou autre, et donc je la revends. Je revends cette électricité. Donc, quelles sont les possibilités pour cette énergie que je produis avec les panneaux solaires? Donc, je peux revendre la totalité de ma production. Je peux également l'autoconsommer en partie et revendre ce que je ne consomme pas. Par exemple, je suis parti où le centre équestre ne fonctionne pas pendant une certaine période, où il ne consomme pas d'électricité. Bon, cette électricité que je produis malgré tout, parce qu'il y a du soleil et qu'il fait beau, je peux la revendre à un opérateur. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Aujourd'hui, on a la possibilité de faire du stockage réel ou virtuel. Alors, réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des batteries. Virtuel, ça veut dire que vous passez par un opérateur qui, en gros, va faire office de batterie. Et puis, vous pouvez également revendre le surplus. Et ensuite, ça, c'est les dernières nouveautés. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que je suis producteur et autour de mon centre équestre, j'ai des villages, j'ai un lotissement, etc. Je peux leur redistribuer l'électricité que je produis et donc la revendre si je le souhaite au plus proche de la production. Donc ça, ce sont toutes les possibilités qui existent. Alors vous avez bien compris le schéma. Je produis mon électricité avec mes panneaux. J'ai un onduleur qui renvoie l'électricité dans le réseau si je revends la totalité de ma production.
Et sinon, au lieu de leur envoyer en totalité, j'en consomme une partie pour moi-même, quoi, pour ma consommation personnelle, la consommation de mon centre Crest. Là, si vous voulez, aujourd'hui, il y a la notion de stockage qui est mise en valeur. Parce qu'on peut stocker, par exemple, l'électricité pour la redistribuer la nuit, puisque la nuit, on le sait très bien, il n'y a pas de soleil, donc les panneaux ne produiront pas d'électricité. Et le dernier point, donc, c'est l'autoconsommation collective. Donc toujours pareil, hein, j'ai ma production ici de panneaux solaires qui renvoie l'électricité. Donc là, cette fois, par l'intermédiaire du réseau ou en réseau interne, sur une borne de stockage ou alors sur les différentes maisons qui se trouvent à proximité de chez moi. Et donc là, j'ai des petits compteurs, hein, c'est des petits compteurs Linky qui me permettent de revendre l'électricité et donc de rentabiliser la centrale que j'aurais réalisée. Alors ça, c'est des exemples d'autoconsommation. Il y a différents profils, hein. Il y a le profil hypermarché, le profil industriel, profil bureau et profil de stockage de froid. Là, ce sont les jours de la semaine. Alors effectivement, le supermarché, le dimanche, en général, il est fermé ou il consomme très peu. Également pour le profil industriel. Les bureaux, eux, ils vont consommer en semaine et le week-end, ils ne consomment pas. Bon, après, j'ai pas d'exemple pour les clubs hippiques, mais je pense que vous allez consommer plutôt le week-end puisque vous avez des gens qui viennent chez vous essentiellement le week-end. Enfin, j'en sais rien. Hein. Ça, c'est vous qui savez mieux que moi vos profils de consommation. Donc, sur la diapo précédente, on a vu les profils de consommation. C'est ce qui est représenté en bleu là, hein, aujourd'hui. J'ai pris cet exemple-là parce que vous voyez en bleu donc la consommation du site et en vert la production solaire. C'est un vrai exemple. Hein, c'est une installation qui existe. Donc vous voyez que même quand on est en autoconsommation, la production solaire ne couvre pas la totalité de ma consommation, hein, puisque tout ce qui est bleu, c'est ce que je vais acheter au réseau Enedis ou EDF, et tout ce qui est vert, c'est ce que je produis. Et puis là, on le voit pas très bien, mais il y a des petites zones jaunes orangées, c'est le surplus, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai pas consommé, mais j'ai quand même continué de produire. Donc c'est pour ça que sur le petit tableau en bas à droite, vous avez un taux d'autoconsommation qui est proche de 100%. Pourquoi? Parce que toute la production solaire est dans dans la zone bleue, quoi, dans la zone de consommation. Donc tout ce que je produis, je le consomme. Mon taux d'autoproduction, il est très petit puisque je ne couvre pas la totalité de ma consommation. Et donc, j'ai un petit excédent derrière, hein, de 0,78% d'excédent, ce qui est très peu. Donc, en fait, si vous voulez, ça c'est typiquement une centrale qui a été dimensionnée pour que 100% de l'électricité que je produis soit autoconsommée sur le site. C'est ce qui est fait en règle générale sur les hypermarchés qui ont des grosses consommations. Et c'est là où il faut faire un calcul par rapport au dimensionnement de la centrale pour savoir qu'est-ce que l'on veut faire, quoi. Est-ce que je veux tout auto-consommer? Est-ce que je veux revendre mon électricité, etc., etc. Bon, les questions, je crois qu'on le verra à la fin de la présentation. L'aspect sécuritaire, alors là, je vais passer assez vite. Hein, on l'avait fait avec le SDIS, alors le SDIS du 83 et d'autres SDIS en France. SDIS, c'est les pompiers. Hein. On a des références. Hein, je vous ai mis les références qui existent et sur lesquelles on peut aller regarder par rapport au site, à votre site, à votre propre site.
Donc je passe très vite sur ces références, ça vous regarderez. Mais en fait, ce qu'il faut conclure, c'est qu'aujourd'hui le SDIS est à même, si vous voulez, d'intervenir sur une installation photovoltaïque. Aujourd'hui, on a assez de recul et on a assez d'études qui ont été faites pour sécuriser les sites si jamais il y a un problème. Encore une fois, les incendies sont très rares. Ça existe, il ne faut pas non plus le nier parce que ça peut arriver, mais aujourd'hui, ça devient quasi exceptionnel, quoi. C'est vraiment... Et donc là, vous avez un petit fascicule qui vous explique tous les risques liés au photovoltaïque. Voilà, il n'y a pas que du beau. Il y a aussi, il faut faire attention. Mais encore une fois, je vous rassure, les problèmes sont très rares et aujourd'hui, ils sont complètement maîtrisés, quoi. Il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Donc voilà, c'est la conclusion. Le SDIS sait gérer ce genre de problème et on a tout un tas de protocoles qui sont mis en route pour régler tout ça. Les aspects juridiques. Alors là, pareil, on a des lois qui ont évolué depuis une quinzaine d'années. Les dernières en date, ce sont essentiellement la loi Pacte du 22 mai 2019, la loi énergie-climat de novembre 2019. Notamment, ce sont des lois aujourd'hui qui imposent pour tout bâtiment construit en France supérieur à 1000 m², doit avoir au minimum 30% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire 30% notamment de panneaux solaires pour son autoconsommation ou autre. Et ensuite, on a des arrêtés qui ont été faits là, vous voyez, c'est assez récent puisque le dernier date du 14 octobre 2020. C'est essentiellement sur l'autoconsommation collective, parce que c'était fait en basse tension, puis ça, maintenant on peut le faire en haute tension, puis il y a des périmètres de ce qu'on appelle collectif ou pas. Enfin, il faut pas dépasser plus de 2 km, etc. Enfin, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est assez fastidieux, quoi. Mais voilà. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a le code de l'énergie qui délimite bien les périmètres et qui explique bien ce que c'est et surtout les définitions. C'est surtout si vous voulez, dans le code de l'énergie, ce qui est important de voir, c'est que on va parler d'autoconsommation individuelle. On va expliquer ce que c'est que l'autoconsommation individuelle. On va parler d'autoproducteur. Alors, l'autoproducteur, c'est celui qui a payé sa centrale solaire et qui consomme sa propre électricité. Donc, c'est un autoproducteur. Donc, il y a tout un tas de définitions. Enfin, aujourd'hui, la réglementation est bien détaillée et c'est extrêmement clair, si vous voulez, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, qui est porteur de projet dans le solaire photovoltaïque. Aujourd'hui également, la loi nous permet de dire moi je veux mettre du panneau solaire chez moi, mais je n'ai pas les moyens. Donc je fais appel à un tiers investisseur. Oui, mais je souhaite quand même utiliser l'énergie que je vais produire sur mon toit et pas forcément revendre la totalité. Donc aujourd'hui, c'est complètement possible, même avec un tiers investisseur. On peut être autoproducteur et donc bénéficier de l'électricité des panneaux solaires que l'on met sur notre toit, avec évidemment des conditions qui sont faites de gré à gré avec l'investisseur. Donc voilà, là je vous ai mis encore quelques définitions, 4 définitions pour que vous soyez au clair avec tout ça. Autoconsommateur, donc individuel, c'est vous-même qui consommez votre propre électricité. Autoconsommateur collectif, donc là vous partagez cette électricité dans un immeuble ou une résidence, une copropriété, etc. Et il existe aussi aujourd'hui ce qu'on appelle des communautés d'énergie renouvelable ou des communautés énergiques citoyennes. Alors là, c'est des regroupements de citoyens. J'ai pas eu encore le cas sur des clubs hippiques, mais sachez que ça peut se faire. Par exemple, les adhérents du club peuvent dire, peuvent participer, si vous voulez, à la construction d'une centrale solaire. Et donc de ce fait, ils deviendront une communauté d'énergie renouvelable ou citoyenne.
Voilà. Et là aussi, c'est déterminé par des articles de loi. Enfin, il y a des règles à respecter et qui sont très faciles à mettre en œuvre. Les aspects financiers, alors là, c'est un aspect assez important, hein, parce que comment je vais financer mon projet. Alors, on a plusieurs possibilités. Là, j'en ai développé quelques-unes. D'abord, j'investis personnellement. Alors là, bon, ben, il n'y a pas de commentaire à faire. J'ai l'argent et je fais appel à un prêt bancaire et je mets des panneaux solaires sur mon manège sans problème. Je fais appel à un investisseur, donc ce qu'on appelle le tiers investisseur. Là, c'est un investisseur qui vient et qui vous dit, ben moi, vous me donnez votre toit. Alors vous me le donnez, non, vous avez la possibilité de le louer ou d'avoir une soulte sur votre toit. Et en échange, lui, l'investisseur va revendre l'électricité. Et donc se rembourser, si vous voulez, les travaux qu'il a fait chez vous pour le solaire et dégager évidemment un bénéfice derrière. L'investisseur peut être aussi un co-investisseur, hein. Il peut y avoir plusieurs façons d'investir. Et donc là, notamment, aujourd'hui, c'est très à la mode, on fait appel à des plateformes de crowdfunding. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, plutôt que de passer par une banque, je demande à une communauté d'investir sur mon toit et comme ça j'obtiens les fonds pour réaliser ma centrale. Et en contrepartie, alors ça ce sont des plateformes, hein, qui sont très fortes là-dedans, hein, qui sont adaptées pour. Chacun va pouvoir cotiser et la cotisation peut commencer à 5 €. Hein. C'est pas des sommes énormes, hein. Ça peut être des investissements très petits. Et en contrepartie, mes 5 € vont me rapporter 20 centimes, 30 centimes, enfin, en fonction du montant que j'aurais mis et qui aura été négocié au départ, quoi. Voilà, donc ça c'est de plus en plus à la mode, ça se fait bien, c'est un bon rapport pour avoir des fonds si on n'a pas les fonds personnels, quoi. Et le dernier point, est-ce que j'ai droit à une subvention? Pendant quelque temps, on avait des subventions de la région. Ça, c'est Jérôme Damiens qui pourra vous en parler plus, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Mais sinon, il y a encore des subventions parfois au niveau des mairies, où il y a des subventions au niveau du conseil général. Enfin bon, voilà, on peut encore trouver quelques petites subventions, mais c'est de plus en plus rare, hein, parce qu'aujourd'hui, le solaire photovoltaïque s'autofinance, hein, donc surtout quand on revend l'électricité ou même quand on consomme sa propre électricité, on a un gain forcément d'économie. Alors, là, ce slide va vous résumer en gros ce que vous pouvez faire au niveau financier. Donc, en haut à gauche, je génère un revenu, hein, je revends la totalité de ma production. Je peux produire mon électricité sans investir puisque j'ai le droit de faire appel à un tiers investisseur qui va s'en occuper pour moi. Je peux bénéficier d'un ouvrage mis à disposition. Je l'ai fait très souvent. Il y a quelques clubs, enfin il y a au moins un club hippique que je connais dans le Var qui a fait cela. Donc il s'est fait un hangar photovoltaïque gratuit, quoi, hein. Donc on lui a monté le hangar gratuitement. Il en bénéficie sans problème et on a réalisé un bail emphytéotique de 25. Aujourd'hui, les bails emphytéotiques se font entre 25 et 30 ans, quoi, hein, pour ce genre d'ouvrage. Et ensuite, ça reste une énergie verte, donc ça peut rentrer dans un programme RSE ou c'est des engagements écologiques, que l'on prend dans un programme que l'on a défini à l'avance, quoi. Alors là, ce tableau va vous résume, hein, suivant ce que vous voulez faire et en fonction de votre investissement. J'investis la totalité ou alors vous faites investir par un tiers investisseur. Ensuite, je veux autoconsommer une partie ou alors au contraire, je veux tout revendre et pas consommer mon électricité et ainsi de suite, hein. Vous avez donc je vous ai parlé du bail, hein,
soit je pars, parce que c'est moi qui investis, donc j'ai un contrat de travaux, tout simplement, ou soit je n'investis pas du tout et je passe par un bail, et je peux être entre les deux également, hein, c'est-à-dire co-investisseur, hein, avoir un investisseur qui investit une partie et moi l'autre. Hein. Voilà. Donc en gros, ce que vous pouvez faire au niveau financier. Alors, j'ai quelques exemples de réalisation. Là, c'est le Poney Club Cantoglier qui se trouve près d'Aix-en-Provence. On a réalisé le manège que vous voyez ici. En fait, l'idée pour le propriétaire, c'était de financer le désamiantage de son manège, parce qu'il avait de l'amiante sur son toit. Donc l'idée pour lui, c'était pas ni de réaliser une plus-value, ni d'autoconsommer, mais simplement de changer sa toiture parce que elle était amiantée, quoi. Hein. Donc on a fait le désamiantage. Ah, les photos sont pas très belles, je suis désolé. Bon, ça c'est la partie travaux. Et ce club hippique a réalisé une petite centrale parce que son toit était assez important, il pouvait faire une centrale beaucoup plus importante, mais comme il passait pas par un tiers investisseur, il investissait lui-même, il a préféré faire une petite centrale. On a fait une étude de rentabilité de manière à ce que sur les 20 ans, parce qu'il a un contrat de 20 ans avec EDF, la totalité des travaux soit remboursée, quoi. Hein, en gros, quoi. Donc on voit alors ça c'est une partie, hein, des panneaux. Donc on a changé la toiture, on a mis des puits de lumière pour le manège, c'était important, et on a mis en haut. Alors c'est pas le bon côté, c'est pas là où il y a le plus de panneaux, mais bon, on voit les panneaux tout en haut pour donc qui crée de l'électricité. Et ici le petit local onduleur qui a été mis donc sous le manège, hein, sous le toit du manège. Donc ça, ce sont les onduleurs qui vont ensuite réinjecter l'électricité dans le réseau. Et à gauche vous avez la coupure pompier, quoi. Un deuxième exemple, là c'est les écuries du Rastéou. Donc le premier c'était dans le 13, là c'est dans le Var, c'est près des Arcs. D'accord, donc là on voit la centrale qui est réalisée. Alors c'est une centrale un peu plus importante puisqu'elle fait 182 kW crête. Donc voilà les images. Alors c'est des images prises avec mon smartphone, hein, c'est pas des, mais elles sont jolies, je trouve. Donc voilà, c'est bizarre. Et donc là, vous avez, vous voyez, le local onduleur, il est beaucoup plus important parce que forcément la centrale était beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, je travaille avec les écuries du Rastéou pour optimiser en fait sa centrale, c'est-à-dire que depuis il a réalisé, je crois, en 2010 ou 2011, et depuis les technologies ont un petit peu évolué. Du coup, aujourd'hui, on optimise, c'est-à-dire qu'on améliore le revenu de sa centrale. Alors là, pareil, c'est de la revente totale, mais au départ, si vous voulez, il était passé par un co-investisseur. Et ensuite, il a racheté les parts. Enfin, c'était prévu dès le départ. Hein, il a racheté les parts au bout de 5-6 ans de fonctionnement de la centrale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de centrales qui étaient réalisées. C'est un des précurseurs, hein, aujourd'hui. Et donc, pour se rassurer, il avait pris un co-investisseur pour faire sa centrale et être sûr de pouvoir produire. Aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Il est très content, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait les 20 minutes. J'ai été assez rapide. Juste un dernier slide que je vous ai mis, c'est pour vous présenter l'ensemble des étapes du projet, hein. Vous voyez, c'est assez long. Quand je vous disais au début de la présentation, entre 6 mois et 1 an, hein, parce que vous avez les choix d'abord techniques et de vie, ensuite les financements qu'il faut trouver, le permis de construire à déposer s'il y a permis de construire, ou une DP si le bâtiment existe déjà, et ensuite il y a les travaux de raccordement, et dernier point, le contrat d'achat. Donc là, vous avez en résumé, si vous voulez, les étapes de quel que soit le projet solaire photovoltaïque que vous voulez réaliser, vous avez toutes les étapes. Voilà. Donc, merci. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Il y a quelques questions. Ok.
Je vais remonter. Dans les incendies de bâtiments photovoltaïques, j'ai souvent entendu parler de la part du feu. Ce n'est donc plus vrai. Les pompiers savent intervenir sur un bâtiment photovoltaïque. Ils ne vont pas juste regarder le bâtiment flamber. Oui, ben oui. Aujourd'hui, justement, enfin, vous avez vu dans la présentation, je vous ai montré le petit fascicule d'intervention des pompiers. Si jamais il y a un pompier qui regarde un incendie photovoltaïque, il faut lui donner le petit fascicule. Mais bon, je vous rassure, ils l'ont tous aujourd'hui en France. Parce qu'il y a eu au départ, moi j'ai commencé le photovoltaïque en 2007 et effectivement il y a eu dans les années 2010 des centrales qui avaient été mal faites, mal conçues, mal calpinées et du coup on a eu quelques incendies déclarés et depuis les pompiers ont énormément travaillé et quand vous montez un dossier, notamment, enfin quelle que soit la région, mais notamment dans le Var, vous avez des préconisations qui sont faites par les pompiers et vous pouvez pas faire n'importe quoi. Dernièrement, j'ai fait une centrale là, pour le groupe Orange à la Seine-sur-Mer. La centrale était assez importante puisqu'on était sur 300 kilos. Les pompiers nous demandaient de séparer, de faire plusieurs champs photovoltaïques. Vous voyez là sur l'image, on voit un seul champ photovoltaïque. Aujourd'hui, on est obligé de faire des couloirs pour les pompiers. C'est une obligation. Donc non, aujourd'hui, je vous dis, les pompiers savent intervenir sur les centrales. Ils sont formés pour. Puis comme ça se développe de plus en plus, c'est une obligation pour eux, quoi. J'espère avoir répondu à la question. Alors, il y a une autre question. Dans le cas d'une réalisation d'un manège avec installation photovoltaïque, quel type d'isolation doit-on prévoir? Les panneaux produisent-ils de la chaleur? Alors oui, les panneaux produisent de la chaleur et aujourd'hui, par exemple sur le club hippique Canto Grillé à Aix, nous avons mis des bacs acier anti-condensation parce que effectivement, la chaleur peut produire de la condensation et donc on peut avoir des gouttelettes d'eau qui vont tomber dues à la chaleur des panneaux qui peuvent tomber sur les chevaux et notamment sur les écuries. Alors là, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas mis de panneaux solaires sur les écuries, mais on prévoit toujours de mettre au minimum des panneaux anti-condensation. Donc c'est une espèce de feutrine qu'il y a sur le panneau, sur le bac acier, quoi, et qui donc protège de cette chaleur. Merci. Et encore une autre question. Est-il envisageable de faire pâturer des chevaux ou poneys au sein d'un champ de panneaux photovoltaïques? Je sais que ça se fait avec des moutons, mais peut-être que c'est aussi le cas avec des petits poneys. Et quels sont, selon vous, les points d'attention à apporter lors de la mise en place d'un tel pâturage? Alors là, pardon, mais je ne saurais pas vous répondre. Je sais pour les moutons, je sais que ça se fait fréquemment aujourd'hui, qu'on avait fait des tests et qu'il n'y a pas de souci. Les chevaux, là, je ne saurais vous dire. Les chevaux sont déjà un petit peu plus gros, même si c'est des poneys, ils sont un petit peu plus gros que les moutons. Moi, je le conseillerais pas parce que il y a quand même quelques câbles électriques qui passent. Enfin, il faut quand même être prudent. Enfin, c'est pas. Je préconiserais pas de mettre des chevaux quand il y a des panneaux solaires. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas la réponse sur ce sujet. Je pourrais pas vous dire. Allez, je vous pose encore deux petites questions. En tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, quel type d'honoraire demandez-vous en pourcentage? Ça dépend des projets. C'est pas en pourcentage. C'est en fonction des projets. Et on travaille là avec une association de loi 1901, donc on ne doit pas faire de bénéfices. Voilà. Donc après, je vous laisserai juge, mais j'ai pas on n'a pas d'honoraire fixe. Tous les projets sont tellement différents qu'on s'adapte, en fait. On s'adapte tout simplement. Ok, dernière question. Un investissement en photovoltaïque est-il forcément rentable? Quid pour une installation maison privée? Y a-t-il des risques d'arnaque? Alors, des risques d'arnaque, oui, il y en a toujours. Je suis désolé de vous le dire, mais j'en vois encore malheureusement.
Par contre, oui, aujourd'hui, c'est rentable, surtout dans nos régions, quoi. En région PACA, il n'y a aucun souci là-dessus. L'autoconsommation, la revente, enfin, aujourd'hui, on a tellement de possibilités que oui, c'est rentable et il n'y a aucun souci là-dessus. Après, les arnaques, il faut bien se renseigner, quoi, hein. Il faut, vous avez aujourd'hui des qualifications, hein, pour les installateurs. Donc, il faut vérifier qu'ils aient bien les qualifications. Il faut vérifier qu'ils aient bien les assurances, les décennales, etc., etc. Et puis, le mieux, c'est de vérifier s'ils ont déjà fait une ou deux installations, ou trois ou quatre, quoi, hein, pour être sûr. Mais malheureusement, oui, des arnaques, il y en a encore, hein. Je crois que c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup, Bruno Martin, pour cette intervention. Je vais vous en prie. laisser la main à la dernier témoignage. On a pratiquement terminé. Témoignage de Tony Capoulade. Tony, si tu nous entends. Oui, il est là. Je vous entends. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, j'en ai juste pour quelques minutes, ça va être très très bref. J'amène le témoignage du projet de manège avec une centrale photovoltaïque sur notre structure, donc qui est à Bédouin. Donc le manège, j'avais prévu de montrer une petite vidéo, mais comme j'ai dit cet après-midi à Stéphanie, mon ordinateur a malencontreusement rencontré ma tasse de café, il marche un tout petit peu moins bien. Donc j'ai décidé de faire la visio depuis le parking du centre équestre et vous avez derrière moi en live le bâtiment photovoltaïque. Donc c'est une structure qui mesure 35 mètres par 62 mètres pour avoir 30 mètres par 60 de pistes utilisables. Nous avons, il y a 4 ans maintenant, été démarchés par une entreprise qui proposait de l'installation photovoltaïque. Et le marché qui a été mis entre nos mains, c'est celui dont parlait Bruno tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un contrat sur 30 ans. Avec un apporteur d'affaires qui nous a présenté un constructeur, un exploitant solaire, etc., etc. Et nous, on concède l'exploitation du soleil sur le bâtiment et en contrepartie, nous avons un bail d'usage pour utiliser tout ce qu'il y a en dessous de la toiture, donc la piste, etc., etc. L'investissement a été extrêmement modique, donc c'était vraiment l'étude de sol et la mise en place de la plateforme, donc les terrassements de la plateforme. Ça représente en gros 6 à 7 000 euros d'investissement pour notre structure. Donc, c'est quand même assez modique par rapport au confort de travail que nous avons gagné avec un outil aussi efficace. Nous avions fait le choix à l'époque de la carrière couverte, donc couverte sur 4 côtés, parce que ça nous semblait mieux s'intégrer dans le paysage, peut-être plus intéressant, garder quand même ce côté, malgré d'avoir un toit sur notre tête, enseigner en extérieur. De temps en temps, on regrette un peu le choix du côté nord-ouest qui est ouvert à cause du Mistral. Donc, on est en train de réfléchir à des systèmes amovibles, de rideaux brise-vent, ce genre de choses. Mais après, je pense que ça, c'est chacun qui peut y voir la solution qui est la plus adaptée à son fonctionnement. Depuis que c'est installé, pour l'instant, donc ça fait 3 ans maintenant qu'il est en fonction et que nous l'utilisons, je rejoins aussi ce qu'a dit Bruno tout à l'heure sur la durée du projet. Donc, 6 à 12 mois, c'est effectivement ce qui m'avait été démarché. Dans notre cas, ça a plutôt été 12 à 18 mois. Mais bon, 12 à 18 mois, c'est pas mal non plus, hein. Quand on fait un investissement aussi modique, il faut savoir être un peu patient. Je pense que si j'avais demandé à ma banque de financer le projet, ça aurait été beaucoup plus long que ça pour que j'arrive à les convaincre de débloquer les fonds et j'aurais peut-être pas réussi à le faire. Et aussi, j'ai vu passer là sur la présentation tout le système d'onduleurs, donc qui chez nous c'est un tout petit local qui est à côté du bâtiment, qui est un local totalement aéré, donc qui est fermé par un système de grillage. Il faut quand même être conscient du fait que c'est assez bruyant. Donc, en pleine journée, donc j'imagine en pleine production, quand ça marche bien, tous les systèmes de ventilateurs qui est à l'intérieur de ces onduleurs, on les entend quand même assez sérieusement.
Et là aussi, à l'époque, les techniciens qui étaient venus sur place, quand je leur avais posé la question de la nuisance sonore, ils m'avaient dit « Ah, c'est un moteur qui ronronne ». Alors, c'est pas vraiment le ronronnement d'un chat de gouttière, quoi, hein. C'est plutôt le ronronnement d'un gros félin parce qu'on l'entend assez sérieusement. Dans les premiers temps, c'est vrai que les chevaux, ça les a un peu intrigués d'avoir ce bruit sur le fond du manège. Maintenant, ça fait partie de leur environnement quotidien et c'est pas une nuisance au point de couvrir la voix de l'enseignant ou ce genre de choses. Mais c'est quand même présent. Et j'avais été visiter deux ou trois constructions de centrales photovoltaïques avec des manèges, enfin, pour utiliser un manège. Et il y en avait une, effectivement, où il n'y avait pas de feutrine en dessous des bacs acier. Et là, c'était sérieusement des gouttelettes. Hein, pareil, là, je pense que la terminologie gouttelette, là, elle est un peu sous-estimée aussi. C'était presque la pluie à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose auquel on a été vigilant, nous, au moment de la contractualisation, qui est effectivement ce traitement anti-condensation qui soit mis sur le bac acier. Voilà, sinon, on trouve que c'est quelque chose de très positif qui a amené énormément de confort de travail, qui a donné une vraie plus-value à la structure et en plus d'avoir une démarche qui me semble écologiquement intéressante. Donc, je rebondis là sur l'outil qu'a présenté Jérôme tout à l'heure. Je ne me suis pas amusé à faire mouliner le petit simulateur pour notre exploitation, mais avec une centrale photovoltaïque de 180 kW, j'imagine que notre impact énergétique est plutôt avec une balance positive en notre faveur que négative. Voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. Alors, je voudrais juste revenir sur le bruit des onduleurs. C'est vrai que, alors je connais pas du tout ton installation. Je suppose que tu as des SolarMax en onduleur, non? C'est ça qui. Ah là, à tes souhaits, je t'en prie. Je sais pas, j'ai des rectangles gris accrochés dans un local. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains onduleurs qui faisaient pas mal de bruit et aujourd'hui, on a des onduleurs qui sont beaucoup plus silencieux, quoi. D'accord. Mais je comprends tout à fait. J'ai des clients qui se sont plaints, hein, pour le bruit, hein. C'est un espèce de sifflement aussi. Enfin, et je pense que ça doit être des SolarMax, hein, parce qu'à l'époque, c'était des SolarMax qui étaient. Mais bon, c'est comme ça. C'est vraiment le sifflement, on l'entend. Enfin, il y en a un tout petit, mais il faut être assez proche. Nous, c'est vraiment le bruit de ventilateur, quoi. C'est un bruit de. J'ai l'impression que, enfin, j'ai jamais ouvert le local, d'abord parce que j'ai pas les clés et que je n'ai pas à y accéder, mais j'ai l'impression que c'est la soufflerie. C'est vraiment quelque chose qui, je ne sais pas si c'est cohérent qu'il y ait des ventilateurs dans ces choses-là, mais. Oui, tout à fait. Oui, à l'époque, c'était pour refroidir les onduleurs parce qu'il y a de l'électronique dedans, donc c'est comme sur les ordinateurs, hein. Et aujourd'hui, on fait enfin, moi, je me rappelle les premiers ordinateurs, on entendait le ventilateur qui ronronnait. Aujourd'hui, on l'entend plus, hein. Enfin, même sur les smartphones, on n'a plus de ventilateur, quoi. Et pareil pour les onduleurs. Aujourd'hui, le ventilateur est beaucoup plus faible, quoi. Enfin, des fois, il n'y en a pas, hein. Mais malgré tout, j'apportais ce témoignage-là pour un peu pour la petite histoire. Ça serait à refaire. On referait exactement pareil au même moment parce que l'analyse bénéfice-nuisance est très, très, très en faveur du bénéfice. D'accord. Ah ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous n'avez pas eu du tout de problème pour le permis de construire? Ben, c'est vraiment la société avec laquelle nous avons contractualisé qui s'est occupée de tout. Il y a eu 2 dépôts de permis parce que l'architecte avait fait, j'imagine, lié à une mauvaise lecture du plan local d'urbanisme, avait fait un bâtiment dont le fêtage était à 10 mètres 80, quelque chose comme ça. Et dans la zone où on est, c'est limité à 9 mètres 50. Donc, en première intention, il a été rejeté parce qu'il était non conforme. Ça a été un dépôt qui a été immédiat derrière avec une modification de la pente de la centrale. Il n'y a pas eu de souci derrière. Par ailleurs, j'avais posé une question par écrit tout à l'heure, mais j'ai disparu un moment parce que j'ai plus de connexion. Je voulais demander à Monsieur Martin de la Spirale quel pourcentage il prenait comme assistant à maître d'ouvrage sur une grosse installation. En fait, enfin, j'en avais un petit peu parlé. C'est en fonction de la centrale, hein. Il n'y a pas un pourcentage prédéfini parce que
voyez, par exemple, le quant au grillé que j'ai cité en exemple tout à l'heure, il y avait aussi du désamiantage à faire. Donc, il y a eu la partie AMO sur le désamiantage. Ensuite, il y a eu la partie AMO sur. Ils ont refait également les toitures des écuries. Donc, on les a assistés là-dessus aussi. Et puis après, il y a eu la partie désamiantage du manège et reconstruction derrière. Donc voilà, mais on s'adapte. Enfin, quoi vous dire moi aujourd'hui, en règle générale. On est moins cher quoi que les autres, mais je veux dire en passant, enfin, j'ai des clients parce qu'aujourd'hui je fais de l'optimisation aussi de centrales existantes, hein, et j'ai des clients qui sont passés en direct avec des installateurs en pensant faire des économies, mais quand on regarde le projet au final, ils font pas d'économies et au contraire, c'est en passant par nous qu'ils arrivent à faire des économies. Mais bon, je veux pas me vendre, hein, c'est pas le but hein, de la présentation, hein. Là c'est juste voilà, moi je vous conseille vraiment de faire d'avoir un intervenant extérieur parce que au final vous ferez des économies quel que soit le pourcentage qui vous prendra derrière quoi, hein. C'est très facile à calculer hein, de toute façon. Nous on le fait quand on fait la préétude, on le calcule, on l'intègre hein, et donc après on peut très facilement le vérifier quoi. C'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'il faut conseiller aux gens de prendre un assistant maître d'ouvrage, parce que seul, c'est ingérable, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai mis toutes les étapes à la fin de la présentation pour que vous voyez un petit peu le volume de travail qu'il y a derrière, quoi, hein. C'est pas juste je pose des panneaux sur mon toit et ça marche, hein. Ça serait bien. Voilà. Laurence, tant que tu es là, est-ce que vous voulez répondre à la question sur les subventions? Il me semble que maintenant, il n'y en a plus. Il y en a eu il y a quelques années, mais voilà, je parle sous ton contrôle. Donc, Laurence Mundler, qui est architecte conseil à la MRE. Je voulais savoir si tu avais connaissance de subventions régionales. Je pense qu'il y a encore quelque chose dans le PCAE, dans le cas où une installation est en site isolé. Elle peut encore être aidée assez favorablement, d'ailleurs, de façon assez importante, pour une pose d'une petite centrale, enfin d'une centrale en tout cas, je ne peux pas donner sa taille évidemment, mais en site isolé uniquement. Site isolé, oui. Okay. S'il y a une distance importante au lieu de raccordement, là on arrive à trouver encore des subsides. Il existe aujourd'hui la subvention, elle est plus dirigée vers l'autoconsommation, hein. C'est l'État pousse à faire de l'autoconsommation plutôt que de la vente totale qui est là juste pour faire de la rentabilité et de l'argent, hein. Donc quand on fait de l'autoconsommation, même s'il y a de la revente du surplus, on peut bénéficier de certaines subventions encore qui existent, mais pas par la filière cheval, hein, par d'autres filières. Voilà. Bien, ben écoutez, je crois qu'on en a terminé. Il y a une dernière question de Christelle Wagner. Les gouttelettes évoquées peuvent servir d'arrosage à la carrière. Pouvez-vous redire le coût de l'installation? Je sais pas si il y a deux questions. Alors l'arrosage, non. Enfin, il faut vraiment mettre du film anti-condensation et il faut pas avoir de gouttelettes hein, sur la toiture, quoi, parce que c'est vraiment désagréable, hein. Enfin, non, enfin, moi je le conseille pas du tout, hein. Faut pas utiliser cette eau pour quoi que ce soit, quoi. Il y avait une question sur la récupération des eaux de pluie aussi. Est-il possible de combiner sur la même toiture photovoltaïque et récupération des eaux de pluie? Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait, complètement. Ça, c'est complètement faisable. Parce que l'eau glisse sur les panneaux comme sur une toiture normale, hein. C'est prévu, quoi, en fait. Moi, j'ai malheureusement pas pu entendre si vous avez évoqué la question du pâturage sous panneau pour les poneys. J'étais justement de nouveau coupée à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été répondu? Alors moi, je n'ai pas la réponse hein, sur le sujet. Ouais. Je pense que c'est. Est-ce que quelqu'un a répondu à cette question-là qui était antérieure à toutes celles qui nous restent là sous les yeux? On n'avait pas de connaissances là-dessus. C'était plutôt. D'accord. Ouais. Parce que ça, effectivement, c'est un peu de mon domaine, mais nous, on connaît un petit peu les pâturages sous panneaux des brebis, effectivement, et ça marche très bien quand c'est prévu à l'avance. Après, c'est une question de taille des structures et
et l'accès des animaux sous les panneaux. Voilà. Je ne sais pas quel fabricant pourrait essayer de faire ça, ou est-ce que ça a déjà été fait quelque part? Personne n'en a connaissance? Alors pour le pâturage, je travaille avec le lycée agricole de Saint-Maximin aussi. Et bon, pour le pâturage des chevaux, je ne sais pas du tout, quoi, hein. Mais aujourd'hui, encore une fois, en solaire, on a énormément de projets. Et là, je suis en construction d'une serre photovoltaïque pour un maraîcher qui fait, c'est une serre qui fait à peu près 3 hectares. Hein. Il y a 3 mégawatts de panneaux. Aujourd'hui, on parle aussi d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter le solaire avec le monde agricole. Alors c'est compliqué, hein, c'est encore, on est aux prémices, hein, de ce genre de projet, mais pourquoi pas? Enfin, ça serait une idée à lancer, enfin, ça serait un projet à lancer, ça, hein, je pense. S'il y a une demande, s'il y a bon, je sais pas. Je pense que c'est tout à fait jouable. Enfin, en tout cas, les pâturages des brebis sous panneaux, ça marche très bien. Donc, ça doit être faisable pour bien d'autres animaux. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Enfin, je sais pas, ça n'existe pas, je pense pas, hein. Enfin, j'en ai pas entendu parler en tout cas, j'en ai pas connaissance. Bien, on arrive au bout du coup. La conclusion. Ben, écoutez, moi je vous remercie déjà, je remercie les intervenants pour ces connaissances, ces compétences. Et puis, je ne sais pas si Franck David souhaite donner un petit mot de fin ou Tony. Tout simplement, remercier tous les intervenants, te remercier pour cette animation, remercier Jérôme et dire que c'est à poursuivre, il y a plein de domaines à étudier, à approfondir. Exactement, merci Franck. Effectivement, donc à suivre, on a d'autres thématiques qui sont au programme et puis on prendra plaisir à approfondir tous ces sujets. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir, merci.